Salut, comment ça va les mecs? Et les filles aussi, hein, bah bien sûr je vous kiffe, hein, et surtout l'été, hein, quand vous baladez avec vos petites fringues d'été, là, et que vous passez juste à côté de moi, là. Ah le boss, on a fait une chanson magnifique. Bon, les vacances touchent à leur fin, ça pue la rentrée à plein pif, c'est un des moments de l'année que je déteste le plus. Un peu comme le 2 janvier, là, tu sais, quand toutes les fêtes sont finies, qu'il faut reprendre le boulot, qu'il fait moins 12 dehors, que t'as trompé ta femme avec sa meilleure copine le jour de l'an, qu'un pote vous a filmé, qu'il l'a mis sur internet, que tout le monde vous voit, qu'en plus t'es déguisé en nazi, que les gens qui voient ta vidéo sur Pornhub voient en tendance une autre vidéo avec ta mère dedans, que ton patron te vire parce qu'il est lui aussi dans la vidéo, que t'écrases tes 2 chats en rentrant chez toi, que ta meuf s'est barrée avec les gosses, que ton proprio t'attend devant chez toi parce que t'as pas payé le loyer depuis 3 mois, et qu'en ouvrant ton courrier t'apprends que t'as le cancer. Bah voyez là, la rentrée, c'est exactement comme ça que moi je me sens. Parce que tout ça, je l'ai vécu. Et avant que la rentrée ne s'installe dans nos demeures, eh bien nous allons finir l'été en beauté avec une nouvelle analyse d'un film à la sauce 12 par sec. Et j'ai choisi pour l'occasion ce qui se fait de mieux en matière de visite extraterrestre sur notre bien belle planète. Rencontre du 3e type, Close Encounters of the Third Kind. C'est le 3e film de Steven Spielberg dont je parle sur ma chaîne après La Guerre des Mondes et E.T. Il fallait bien que je parle un jour sur ma chaîne de ce chef-d'œuvre de cinéma de science-fiction, et ce jour est arrivé. Et vous avez vu d'ailleurs, j'ai une petite casquette pour l'occasion parce que la dernière fois vous avez tous foutu de ma gueule avec ma coiffure qui changeait tous les 3 plans. Oui, mais c'est parce qu'il fait méga chaud et j'ai la lumière sur ma tronche, et bah ouais, je me coiffais avec ma sueur. Et bah là maintenant, comme je vais encore avoir la même chose, je mets une casquette comme ça, plus de problème de cheveux. Avant de vous parler de ce film, dans lequel on découvre que François Truffaut est une véritable tub en anglais, je souhaiterais bien sûr vous parler du sponsor de cette vidéo, un sponsor dont je ne vous ai pas parlé depuis au moins... c'est ça, alors, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends est un jeu de tatane dans ta gueule en mode bien vénère, mais surtout en mode joli, très joli. Si vous avez jamais essayé de jouer à ce jeu, alors c'est pas grave, hein, vous irez pas en tôle, mais peut-être passez-vous à côté de quelque chose de cool. Vous savez qu'il y a une tonne de champions à collectionner et à pimper pour qu'ils soient un peu badass. Il y en a plus de 600 maintenant, donc une tonne, donc 1000 kg de champions divisé par 600, ça veut dire que chaque champion pèse 1,66 kg. C'est pas gros, hein. Mais ce qui ne pèse pas 1 kg, c'est la variété incroyable de boss dans ce jeu. Les développeurs bossent sans arrêt pour ajouter du nouveau contenu, et le truc trippant, c'est que maintenant on peut enfin combattre le dragon qu'on voit dans le générique du début, là je vous ai montré 50 fois, là il est dans le gameplay maintenant. Et bien évidemment, c'est pas votre pote. Il vous bouffera, il vous cramera, il vous défoncera avec ses ailes. Faudra jouer des boucliers et rameuter les champions surpuissants si vous voulez lui faire baisser son énergie. En fait, c'est quand ils respirent le truc, t'as de l'énergie qui apparaît en violet, bah t'as les champions, eux, ils peuvent bousiller cette énergie violette pour essayer de faire baisser son énergie. Mais c'est de la tactique, faut prendre le truc. Ou alors faudra juste tuer Daenerys et puis du coup il va se barrer avec elle. Merde, c'est une idée ça. Bref, sauf qu'elle est pas dans le jeu, donc... Bref, il y a encore plein d'événements et d'activités, dont le Forge Pass saison 3, avec des récompenses bien cool, notamment un ensemble d'artefacts d'édition limitée, des nouveaux champions avec des nouveaux habillages, c'est mortel ça. Et vous pouvez même avoir vos champions préférés mis à jour, Par exemple, il y a un champion très connu qui s'appelle Death Knight, que tout le monde kiffe, il y a des commentaires partout, et lui il va devenir Ultimate Death Knight. C'est carrément mortel. Tout le monde peut le choper gratuit, vous avez juste à jouer au jeu pendant 7 jours jusqu'au 27 octobre, et vous l'avez. Et puis tiens-les, parce que ça fait plaisir, bah voilà un nouveau code promo DK Rises pour pécho de l'item pour faire monter votre champion le plus fort direct au level 50. En cliquant sur le lien dans la description ou en scannant ce QR code, vous pouvez entrer dans le game avec un pack de démarrage de 30$. Vous aurez une recharge d'énergie, un boost d'XP, un éclat antique pour faire apparaître un champion dès que vous entrez dans le jeu. Et surtout, une nouvelle championne, Aina, qui a l'air bien sympa, un peu en mode de Mad Max, tu vois. Bon après, faut aimer la coiffure, mais c'est pas grave, je prends. Bah c'est gratuit. Tous ces cadeaux vous attendent ici et c'est disponible pendant les 30 prochains jours pour les nouveaux joueurs. Encore une fois, merci beaucoup à Raid Shadow Legends. Rencontre du 3e type. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand il y a 3 types ensemble que vous connaissez pas, et vous rencontrez pas les 2 premiers, vous leur parlez pas, et vous parlez seulement au 3e. Vous faites la rencontre du 3e type. Ça se tient, oui, ça se tient. Rencontre du 3e type, ça fait référence à la classification des observations d'OVNI créée en 1972 par un astronome américain, dans lequel on trouve plusieurs types d'observations et plusieurs stades de rencontres. Ça va de la première catégorie où on voit simplement des lumières dans le ciel, la deuxième catégorie où on voit clairement des soucoupes volantes de jour, comme sur cette photo par exemple, qui est une preuve évidente de l'existence d'extraterrestres. Les rageux diront que ce seront des reflets dans une vitre, c'est pas grave ça, on les laisse dire. Nous sachons. Le stade d'après, il faut que l'OVNI apparaisse sur les radars, et ensuite on arrive à la rencontre du premier type, c'est quand tu rencontres Igor Bogdanov, mais seulement s'il est à moins de 150 mètres de toi. La rencontre du 2e type, c'est quand tu rencontres Grishka Bogdanov, mais attention là, faut qu'il y ait des preuves, comme par exemple des traces sur le sol, tout ça. Alors bon, c'est un peu dégueulasse, en plus il est mort, c'est encore plus dégueulasse. Et on arrive ensuite à la rencontre du 3e type, lors de laquelle le ou les témoins voient des ovnis, mais surtout ses occupants. Et là ça devient intéressant. Une rencontre du 3e type, ça veut dire qu'on a vu des extraterrestres. Alors,
Techniquement, des rencontres du troisième type, tu peux en faire plus ou moins toutes les nuits quand tu viens sur le Vieux-Port à Marseille ou dans un endroit comme le Bois de Boulogne. Et je peux te jurer que tu verras des spécimens, même Spielberg il les a pas imaginés. Et après c'est pas fini, le classement continue, il a même été mis à jour par la suite avec des rencontres du quatrième type, lors de laquelle des témoins ont été enlevés par les extraterrestres. Le cinquième type, on a carrément communiqué avec eux. Le sixième type, on s'est fait tuer par eux, comme ce qui est arrivé à Elvis Presley et Michael Jackson. Et enfin, pour terminer, les rencontres du septième type, mes préférés, où le témoin a eu un rapport sexuel avec les extraterrestres. C'est pas des conneries les gars, c'est ma préférée. Bon, c'est sûr que je préférerais largement faire une rencontre de septième type avec Neytiri plutôt qu'avec le xénomorphe. Par contre, j'aimerais beaucoup assister à une rencontre du septième type entre PH du Point Genius et le Predator. Il y a même que ce soit un peu intéressant là. Ça donnerait peut-être le Point Gétor, c'est pas mal ça. Ou alors le Predanus, pas mal aussi ça. Ce qui me fait marrer aussi, c'est que le classement il s'arrête là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rencontre du huitième type. C'est-à-dire que le cas le plus extrême est d'avoir un rapport sexuel avec un extraterrestre plus que de se faire tuer par eux en fait. Dans le classement, se faire tuer par un extraterrestre, c'est en dessous d'avoir un rapport sexuel. Bah oui, bah c'est logique. À mon avis, ceux qui ont fait ça, c'est des bons gros pervers. Les mecs qui bossent pas dans un monastère. Ou peut-être que si, justement. Ceci expliquerait peut-être cela. Ce film est donc sorti en novembre 77, 6 mois après la sortie de Star Wars. Et comme Steven et George étaient potes, il y a une bonne partie de l'équipe des effets spéciaux Star Wars qui est allée bosser sur Rencontre du troisième type. Le vaisseau mère d'E.T. a été designé par Ralph McQuarrie, qui est à l'origine de beaucoup d'illustrations et de concepts visuels de la trilogie Star Wars originale. Et il raconte donc l'histoire d'extraterrestres qui vont venir nous dire bonjour. Il va d'abord se passer tout un tas de phénomènes étranges, comme des avions de la Seconde Guerre mondiale qui avaient disparu et qui vont réapparu, et ensuite un bateau qui va aussi réapparu mais en plein désert. Ensuite des boîtes aux lettres qui bougent, des lumières partout, des soucoupes volantes. Et au final, les extraterrestres, bordel, ils sont là, ils sont venus. Et dans toute cette histoire, on va suivre l'évolution d'un type, Roy Neri, joué par Richard Dreyfuss, que Spielberg avait déjà fait jouer dans Les Dents de la Mer 2 ans avant, et qui fera rejouer aussi dans Always 12 ans plus tard, qui va être l'un des premiers à les voir, et qui va se mettre à battre triper sérieux en essayant de reproduire une forme chelou qu'il a dans sa tête, tout comme Gillian Guiller, joué par Melinda Dillon, très peu connue en France, dont le fils a carrément été capturé par les extraterrestres, qui va elle aussi peindre la même forme, et qui vont se retrouver sur les lieux de la rencontre. Et tout ceci, mes chers amis, va être orchestré par un scientifique français, Claude Lacombe, incarné par l'immense François Truffaut, qui va plus ou moins gérer la communication grâce à une mélodie de 5 notes qu'il va trouver en Inde. Parce que là-bas, de toute façon, ils savent faire que chanter et harceler les filles dans les bus. Et à la fin, tout le monde meurt. Voilà, c'est tout. C'est comme ça, il va être Trinity, tout le monde. Non, je déconne, personne ne meurt. Enfin, je veux dire, si, les gens meurent, tout le monde meurt à la fin, mais c'est pas montré dans le film. C'est plus tard qu'ils meurent. Et ça, c'est d'ailleurs assez fou de se dire ça, je trouve. Parce que, techniquement, tout le monde meurt. Que ce soit dans la vie ou dans les films, mais c'est jamais raconté. Par exemple, à la fin de Coup de foot en Notting Hill, on voit William Tucker et Anna Scott enceintes, c'est cool, c'est très beau, ils sont super tous les deux. Mais après, plus tard, ils meurent, en fait. C'est pareil dans Le Roi Lion, Simba, il meurt. Belle, elle meurt. Rox et Rookie, il meurt aussi. Tout le monde meurt en fait. Bah oui, mais il faut le rappeler ça aux enfants. L'âne trop, un jour il va mourir. Moi je le rappelle à mon fils tous les soirs. De toute façon maintenant lui on a plus rien à carrer de Michael. Là il est sur Mario en ce moment. Moi je suis sur la princesse Peach. Une belle pêche. Petit abricot. Faut savoir que Spielberg voulait faire Rencontre du troisième type avant Les Dents de la Mer, mais il n'y a pas assez de thunes, donc il a repoussé le truc, et le succès de Jaws lui a permis de revenir sur le projet pour pouvoir faire le film qu'il voulait. Pour le rôle principal, Spielberg avait demandé à plein d'acteurs, dont Steve McQueen, Al Pacino, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Steve McQueen. Il demandait 2 fois à Steve McQueen. Et j'ai même lu qu'il aurait demandé à Sylvester Stallone, suite au succès de Rocky. Mais ça n'a pas fait parce que sur le plateau, Stallone il ramenait des gants, puis il boxait tous les hits, et il bah dans ta merde. Et Spielberg disait non, c'est pas ça le scénario. Du coup, il a proposé à Richard Dreyfuss, avec qui il avait travaillé sur Les Dents de la Mer. En fait non, c'est Dreyfuss qui a carrément voulu choper le rôle, il était carrément chaud, il a même fait des trucs pour obtenir le rôle, mais il aurait même dit à Spielberg que tous les autres acteurs en fait ils étaient bidons, ils étaient cons, ils sentaient le caca, puis ils avaient violé des gosses. Enfin non, il a pas dit ça, mais bon, moi c'est ce que j'aurais dit. Et pour le rôle de Claude Lacombe, Spielberg a choisi François Truffaut. Alors là, qu'est-ce que François putain de Truffaut vient faire dans un film pareil? Le cinéaste français de la nouvelle vague, qui fait du cinéma d'auteur loin des grosses productions, tu sais le cinéma genre chuchut, les mecs avec un balai dans le cul, qui se retrouve projeté au premier rang d'un blockbuster d'américain de science-fiction. Vous imaginez un cinéaste français d'auteur aujourd'hui qui va se retrouver dans une grosse production SF américaine? Imaginez François Ozon dans le prochain Star Wars, ou Kev Adams dans les Avengers. Ah là, choc des cultures. Et si Spielberg a voulu faire jouer François Truffaut, c'est tout simplement parce que c'était l'une de ses idoles, il était ultra fan de ses films, et il a même été carrément étonné que Truffaut accepte le rôle. En plus, il parlait pas du tout anglais l'autre. Il était obligé de coller son texte sur les objets hors du cadre ou même sur les vestes des acteurs à qui il donnait la réplique. Côté musique, c'est bien sûr John Williams à la partition, qui a composé les musiques du film sans même l'avoir vu. La musique a été faite avant le film, c'est assez rare pour être signalé. Spielberg voulait avoir la musique d'abord et monter son film ensuite en fonction de la musique, pour donner un aspect un peu lyrique quoi. Bon, j'ai pas beaucoup vu de lyrisme là-dedans, je sais pas, si vous en voyez, tant mieux pour vous. Allez,
On lance le film. Close Encounters of the Third Kind. Alors là, c'est tout de suite hyper lent. Il se passe sur rien, il y a de la musique sur fond noir. Je vous dis, Spielberg a trop regardé 2000 ans de l'espace. Et d'un coup d'un seul, deux lumières s'approchent au loin, soncent déjà les extraterrestres. Que nenni! Ouais, j'ai dit que nenni sur internet, ouais. Ah non, mais moi je suis un malade, moi. Non, c'est une voiture, là, donc... Nous sommes dans le désert du Sahara. Ah non, pardon, non, on est au Mexique. Oui, c'est pareil, hein. Ce sont les Mexicains, c'est tous des connards. Nous sommes dans le désert de Sonora, à la frontière de l'Arizona, état dans lequel je suis allé. C'est une information qui ne sert à rien, c'est pour dire que je suis allé dans l'Arizona. Et je suis même allé au Mexique aussi, de toute façon. J'ai bu de la tequila à Tijuana. Et en voici la preuve. Des mecs sortent de la voiture, on est au present day, donc ils sont en 2022. On voit des voitures voler, normal, on est au Mexique. Le type s'approche du gardien. Salut, on cherche un pot d'échappement pour une Chevrolet 77. Ah merde, je me suis goré, non, attends, ça c'est les tortues, c'est rap dans les Tortues Ninja 2, ça. Alors là, il essaie de communiquer avec le Chicano, s'il capte rien. On vous dit qu'on parle pas anglais. On parle pas anglais non plus, on parle français, nous. On parle pas français non plus. Et là, il y a un type qui arrive, et c'est François Truffaut, putain. Enfin, c'est pour le film, c'est le professeur Claude Lacombe. Regardez la classe qu'il a, non mais... Et moi, j'adore son entrée, je sais pas pourquoi. Elle est plutôt simple en plus, hein, mais il a une bonne gueule, il a quelque chose, quoi. Il a une espèce de petit flegme comme ça. On sent que c'est pas un connard, hein, contrairement à d'autres. Et là, il fait connaissance avec son traducteur. Oui, parce qu'il se trouve que si le grand François Truffaut était un cinéaste de génie, ça ne l'empêchait pas d'être une grosse bite en anglais. Il avait un accent encore plus dégueu que Michel Gondry, c'est pour dire. Alors du coup, au lieu de faire tourner Truffaut en anglais, Spielberg a choisi de lui coller un interprète pendant tout le film. C'est ce mec-là, qui est joué par Bob Balaban. Vous le connaissez pas, pourtant il a joué dans gavé de films en fait, ce mec. Et ce truc d'interprète là, c'est assez chelou parce que bon, quand tu regardes le film en VO, ça a du sens. Tout le monde parle anglais, sauf Lacombe qui parle français et l'autre qui traduit. Bon. Mais quand vous regardez le film en VF, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout le monde parle déjà français, donc le traducteur il sert à rien. Sauf qu'il est là quand même. Alors comment tu fais pour que ça ait un sens? Bah, du coup, ça donne des scènes comme ça. Demandez-lui où est la navette spatiale, là. Il demande où est la navette spatiale. Bah, elle est là-bas, là. Bah, il dit qu'elle est là-bas, là. Et où ça, là-bas? Où ça, là-bas? Bah, là-bas, là. Bah, là-bas, là. Ouais, d'accord. Et demandez-lui aussi combien de temps met pour y aller, là. Il demande combien de temps faut mettre pour y aller. Oh, il faut bien 1 heure, hein. Bon, il y a bien 1 heure, hein. 1 heure? 1 heure? Oui. Oui. C'est nul, c'est nul. Ta gueule, ta gueule. Voilà, ça donne des scènes comme ça où le traducteur ne fait que répéter dans la même langue ce que Lacombe demande à son interlocuteur. C'est un peu chelou. Et alors, il n'y a pas que ça aussi, il y a beaucoup de moments où, pour pas répéter sans arrêt les mêmes choses, les mecs de la VF vont carrément inventer des phrases entières qui n'existent absolument pas dans la VO. Ce qui transforme un petit peu Lacombe et son interprète en une sorte de duo qui parle à fond, un qui dit une phrase, l'autre qui enchaîne avec une autre, et qui te donne la blinde d'informations, qui te pose la blinde de questions, en fait 2 fois plus que dans la VO. Et d'ailleurs là, regardez, il va justement y avoir un truc bizarre, parce que bah nous, on regarde le film en VF, et pour montrer qu'il parle à un interprète qui est techniquement là, pas besoin d'être là, bah on sait pas pourquoi, mais là, ce coup, il y a des sous-titres en anglais dessous. C'est tout ce qui est trouvé comme technique pour nous faire comprendre qu'il y a un interprète là. Bah ça marche pas du tout, hein. Ils en ont à foutre des sous-titres anglais. Si on regarde le film en VF, c'est justement parce qu'on comprend pas l'anglais. Et en plus, je vous signale que alors à l'oral, déjà on comprend que dalle, mais alors à l'écrit, c'est encore pire. Alors couvrez-moi ces sous-titres que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Bande de trous de balles. Ah, Molière. Avec une petite touche de Yann Solo aussi. En tout cas, il y a l'air d'y avoir du vent, hein. Les mecs ont du mal à tenir sur place. Vous imaginez s'il y avait du vent comme ça en Somalie? Ah bah le pays serait vide. Tout le monde se dirige vers un endroit où il y a des avions, et apparemment on comprend que les avions n'ont rien à foutre là. Je veux les numéros de fabrication de tous ces moteurs. Monsieur Lacombe voudrait relever les numéros de ces moteurs. Voilà, donc là l'interprète vient de répéter exactement ce qu'a dit Lacombe dans la même langue. T'es payé combien pour faire ça toi? Et donc qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tout ce petit monde fout ici? Bah ils viennent de découvrir que ces avions ont réapparu alors qu'ils étaient portés disparus depuis 1945. Et ça, c'est bizarre. Alors l'interprète il comprend pas. Où sont les pilotes de cette escadrille? On en sait rien connard, c'est pour ça qu'on est ici. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici? Mais on en sait pas plus que toi nous. T'en as d'autres des questions intelligentes comme ça non? Mais c'est vrai, il est chiant lui, il demande de rien. C'est un traducteur qui traduise et qui s'occupe pas du reste. Et il ralentit tout le groupe là, t'en as toujours un qui fait chier le monde, bah là c'est lui. Pauvre type. Non mais t'as fini de t'acharner sur lui là, il a rien demandé à personne. Oui bah il a rien demandé à personne, bah c'est un con, voilà c'est tout. Faudra bien que quelqu'un lui dise. Et tu vas le défoncer encore longtemps? Tout le film. Bon là ils vont voir un vieux type qui a tout vu et qui a peut-être des infos sur ce qui s'est passé, sauf qu'évidemment, bah d'abord il parle espagnol, mais surtout il est complètement à l'ouest. Comme par hasard, tiens, ça aussi c'est bien le cliché à la con du type qui a tout vu mais qui peut rien dire parce qu'il est complètement abruti. C'est toujours pareil quoi. Du coup, bah quand tu lui demandes ce qu'il a vu, l'autre il parle en énigme. Il dit que le soleil s'est levé la nuit dernière, que le soleil a chanté pour lui. Voilà, le soleil s'est levé et a chanté pour lui. Ouais, démerdez-vous avec ça, bah, merci bien, si on a besoin de rien, on te demande. Pourquoi à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a eu un truc mystérieux, il se met en mode perfora? Mon premier indice! C'est pas possible que ce soit quelqu'un de normal qui raconte normalement ce qu'il a vu. Non, c'est pas, on peut pas faire ça. Alors, à moins que tu sois normal au début, mais que le truc mystérieux que t'as vu te rende toi-même mystérieux. Mystère.
Allez, changement de décor, on se retrouve au contrôle du trafic aérien d'Indianapolis. Et là, il y a un pilote qui dit au contrôleur aérien qu'il voit des lumières dans le ciel devant lui. Alors tu lui dis que c'est pas grave, et puis que de toute façon il voit rien sur son radar. Mais le pilote il dit que si, il voit des lumières, il est pas fou, elles sont devant lui. Mais je te dis qu'il y a rien sur mon radar, va te racheter les yeux. C'est toi, va te racheter les yeux, va te racheter un radar, oui, le truc est hyper lumineux, en plus il arrive à fond sur moi, putain. Bah klaxon, qu'est-ce que je te dis, moi, je peux rien faire, je suis sur ma chaise, m'emmerde pas. Vérifiez qu'il a pas bu avant parce que le mec est militaire, hein, tous les coups il est bourré. Et là le pilote dit que le truc leur a foncé dessus et qu'il les a évités de justesse. Du coup les autres lui demandent s'il veut faire un rapport. Un rapport? Vous voulez dire quoi, sexuel? Avec qui? Mais non, un rapport sur ce que vous avez vu, c'était un ovni. Parce que si c'est un rapport sexuel, moi je veux bien en faire avec votre femme ou votre fille, hein, la petite Juliette là, on la connaît bien. Hein. Mais putain, concentrez-vous 2 secondes, bordel. Mais non, je vais pas faire un rapport, non, de toute façon je sais pas écrire alors. Donc les mecs ne veulent faire aucun rapport sur ce qui s'est passé, donc on ne saura pas ce qui s'est passé. Allez, on se retrouve maintenant dans une petite maison dans l'Indiana avec un petit garçon qui dort tranquillement, hein, en toute quiétude, hein, qui a l'air en sécurité, qui ne risque rien. Là, ça se voit qu'on n'est pas en Belgique. Et là, il se réveille et il voit le singe de Toy Story 3 qui se met à délirer tout seul sans raison. Putain, mais comment ça fout les boules ce truc? Sérieux, les jouets dans les années 70 et 80, mais comment ils étaient tous creepy as fuck. Et là, tous les jouets se mettent à bouger dans sa chambre. En fait, c'est Toy Story, mais en vrai. Et du coup, le petit descend. Oh, j'aurais trop aimé qu'il se pète la gueule. Il entend du bruit dans la cuisine. C'est un bordel pas possible. Il y a un clodo qui a certainement dû venir fouiller dans le frigo. Et il est passé par la chatière. Et je viens de le voir là. Le petit arrive. Et là, le clodo revient. Bonjour mon petit. Tiens, regarde. T'en as déjà vu une comme ça? Tu veux la toucher? Tu peux jouer avec, hein, tu vas voir, c'est agréable. Qu'est-ce que tu joues, Bernard? Mais rien, t'inquiète pas. Range ça tout de suite. Pourquoi? Non mais elle a plus de batterie, moi la mienne a de la batterie, et en plus j'ai Tetris et Link's Awakening. Bah oui, il parle de la Game Boy. Bah non, mais tout va bien, hein. Je l'ai dit, on n'est pas en Belgique, c'est bon. En tout cas, on sait pas ce qu'il a vu, mais ça a l'air un peu chelou. Et en même temps, pas bien méchant non plus, parce que ça l'a fait sourire. Bon, en fait, si, on sait ce qu'il a vu. Il a juste vu 2 techniciens sur le plateau, l'un qui était déguisé en clown et l'autre en gorille. C'est Spielberg qui avait dit de faire ça lors du tournage. Il y en a un qui est apparu d'un seul coup en clown pour surprendre le petit, en mode Hello. Et l'autre il était en gorille et il a enlevé son masque, il a fait une grimace et puis ça a fait sourire le petit. Et ça a d'ailleurs très bon parce que ça ils l'ont fait en une seule prise mon gars. Je vous donne des infos aussi hein. Bon après c'est sur Wikipédia. Alors forcément ça réveille la mère qui comprend rien et elle voit son fils courir dans le jardin. Elle lui dit de rentrer à la maison mais le gamin comme tout gamin de merde qui se respecte, lui il part de l'autre côté dans la forêt. Mais ça c'est mon gamin. Quand je le retrouve, je le défonce. Non, mais là, on n'est pas en Belgique. Ah oui, pardon, ouais, bon, en tout cas, je lui passe un savon. Parce qu'il va être sale, il va puer, il va se rouler par terre, là, dans la terre, partout, là. Il va bien falloir qu'il se lave. On se retrouve ensuite dans un quartier résidentiel et on découvre Richard Dreyfuss, Roy Neary, le protagoniste de cette histoire, dans sa petite vie de famille avec sa petite femme et ses 3 enfants qui lui demandent tout un tas de trucs de merde. Ils veulent aller au cinéma, ils veulent aller faire du golf, ils veulent regarder la télé, le petit qui lui demande de régler son problème de maths. Sa femme lui dit de ranger ses merdes. Derrière, t'en as un petit, là, qui essaye juste de péter une poupée en fait. Toby, je vais te casser la tienne de tête. La vie classique d'un père de famille. À mon avis, lui, dans 2 semaines, il se tire aux Bahamas avec une petite de 19 ans et il aura complètement raison. Alors c'est peut-être sa femme qui va le faire aussi, hein. Et elle aura complètement raison. Et du coup, on foutrait 3 gamins à l'as et ils finiront coiffeurs. C'est dégueulasse. Oui, je sais, oui, bon, en même temps, vous savez que je suis un connard, c'est pas une surprise, vous savez que ça va pas bien finir tout ça. Et là, il reçoit le coup de fil d'un collègue qui lui dit de rappliquer parce qu'ils ont des problèmes d'électricité dans le comté. Ah bah tiens, ça lui arrive aussi direct, et ça arrive même dans toute la ville et dans toute la région. Les extraterrestres commencent déjà à foutre leur merde. Et vous allez voir que c'est pas la seule connerie qu'ils vont faire, ils vont en faire plein d'autres. Et ça pose d'ailleurs l'éternelle question que Gad Elmaleh lui-même a posée dans un de ses spectacles. Messieurs les extraterrestres, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est toujours la même chose dans les films d'extraterrestres. C'est-à-dire qu'à la fois, les E.T. essaient toujours de se cacher pour pas qu'on les voie, mais en même temps, ils font absolument tout pour qu'on sache qu'ils sont là, quoi. Ce qui est quand même complètement con. Excuse-moi E.T., mais c'est quoi le projet, là? Pourquoi tu vas te cacher dans un garage pour pas qu'on le voie, mais que tu relances la balle à Elliot quand il t'en lance une? Faut savoir, soit tu veux te cacher, soit tu veux montrer que t'es là. Et dans Sing, c'est pareil, il se cache, mais quand même, à un moment donné, il passe juste 2 secondes totalement à découvert pour que tout le monde les voit. En fait, peut-être il joue tout simplement à on me voit plus. On me voit plus. Pendant ce temps-là, la mère, elle cherche son fil tranquille dans la forêt. Gamin! Allez, viens! On va pas rester seul dans ce bois, hein! Elle a l'air trop calme, tu sais, en mode cherche normal, quoi. Mais moi, si je perdais mon fils dans les bois, non mais attends, j'en aurais rien à foutre. Au moins, je pourrais enfin essayer de finir Zelda Breath of the Wild tranquillement sur la Switch. Oui, parce que depuis 4 ans, j'ai toujours pas chopé le paravoile, tu sais, pour descendre dans la plaine, là. J'en suis encore au début, ouais. Roy, lui, est parti, mais il est déjà paumé. Il s'arrête sur la route pour regarder la carte, il galère carrément. Ah, et c'est sûr que c'était plus pratique quand il y avait pas le GPS. Hein. De toute façon, c'était mieux avant. Hein. Et puis, pourquoi aller dans l'espace pour mettre de l'argent pour les satellites, hein? Ça sert à rien, hein. Ouais. Il y a une bagnole qui arrive derrière lui, mais il lui dit de passer. Sauf que là, les phares, ils s'élèvent. La voiture s'envole. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La voiture va-t-elle passer au-dessus de lui, comme celle d'inspecteur Gadget? Mystère.
Et là, d'un coup d'un seul, les boîtes aux lettres se mettent à trembler, les lumières de la voiture s'éteignent et Bouge plus mec, t'es grillé. On sait que tu me roules dans ta manière en écoutant de Gilbert Montagnier. C'est interdit. Mais c'est pas du tout Gilbert Montagnier, hein, c'est Patrick Bruel. Ah bon? Bon ouais, ça va alors. Et là, Roy sort la tête pour voir qu'est-ce que c'est qui éclaire comme ça. Il voit des lumières au-dessus, mais il se fait cramer la face. Tout se barre en live dans la voiture, les compteurs s'affolent, et tout revient au calme. La lumière s'éteint. Nickel. Mais ta gueule avec ça là. Bah qu'est-ce qui t'arrive toi? Je fais ce que je veux. Oui mais c'est chiant, tu le fais toutes les 2 minutes là. Et alors? J'aime bien faire ça, j'ai envie de le faire. Ouais bah honnêtement c'est à chier. Ouais, d'accord. Ouais, c'est marrant, c'est ce que ta mère elle a dit la première fois qu'elle t'a vu à l'hôpital. Il regarde dans l'air, il voit un truc passer, il y a encore une lumière qui éclaire le sol. Peut-être les mecs ont juste fait tomber leur paquet de garrot, ils le cherchent partout. Et c'est fini. Et bien là mes petits amis, Roy vient de faire ce qu'on appelle une rencontre du premier type, à savoir qu'il a vu un ovni à moins de 150 mètres de lui. Et on pourrait même aller jusqu'au deuxième type parce qu'il y a eu des traces, alors pas sur le sol mais carrément sur lui, hein, puisqu'il a la moitié du visage volé. Comme le vieux Chicanos du début. Peut-être bien qu'il va devenir un peu taré aussi lui. Nickel. Non pas là non. Non pas là non. La radio se remet en marche, il entend plein de gens qui voient le truc aussi, hein. Ce qui veut dire que les extraterrestres cherchent apparemment pas du tout à passer inaperçus, et ils foncent à leur poursuite. Ah bah ils sont encore là, tiens, on voit l'ombre de la soucoupe volante là. À moins que ce soit Kim Kardashian qui passe en parapente, mais bon, ça m'étonnerait puisque sur les parapentes la nuit... On trouve le petit en plein milieu de la route. Putain, il a pas traîné lui, je sais pas combien il a fait de kilomètres là. En plus, il a pas l'air du tout crevé quoi, tu sais, il trottine tranquillement et il est content. Vous avez vu, on voit la constellation d'Orion là. Et là, il voit un vieux sur le côté en train de siffler là. Des petits clins d'œil là. À mon avis, ça doit être un belge expat. Ou c'est le colo de tout à l'heure qui est venu dans sa cuisine là. Ah bah le petit, il l'a retrouvé à l'odeur. Hein. Comme moi quand je vais chez Nico, hein, bah il me donne pas son adresse, c'est pas besoin. Hein. Y a pas que le vieux là, y a toute une famille là. Putain, mais regardez comme ils ont l'air creepy aussi. On dirait la famille de Massacre à la tronçonneuse. En plus, les gamins ils restent au milieu de la route là en plein virage et personne ne dit rien. Tu sais, on dirait ils ont envie qu'ils crèvent le petit quoi. Mais ça c'est les pécores, ça, c'est tous les mêmes salauds là. Nickel. Non, rien à voir là. La maman arrive, Roy arrive aussi et elle sauve son fils au dernier moment pendant que Roy va s'exploser dans les boîtes aux lettres sous les yeux des bouseux qui restent immobiles. Ils doivent être dégoûtés parce que le petit est pas mort. J'espère que les boîtes aux lettres c'était à eux la bande de glaiseux là. Roy va voir s'ils vont bien, mais le petit se rebarre direct. Putain, mais quand est-ce qu'on lui met une dérouillée à lui aussi là? Parce que pour le moment il écoute rien. Hein. En même temps, faut pas compter sur sa mère pour lui montrer le bon exemple. Ah bah c'est simple, elle va s'accroupir avec lui à nouveau au milieu de la route. Super, Mother of the Year. Mon chéri, il ne faut pas rester au milieu de la route, c'est dangereux, tu sais. Et là, le vieux se lève, les pecnos aussi. Et en fait, ils sont venus assister à une course de Mario Kart. C'est parti, ils sont tous en mode étoile. Mario est en tête, suivi de près par Yoshi, Peach les rattrape et Todd qui ferme la marche. Là, il y a plusieurs personnes qui viennent voir passer pas moins de 4 soucoupes volantes. Ça commence à faire beaucoup. Les soucoupes passent le checkpoint, les flics sont derrière, Roy les rattrape aussi. Et regardez un peu le coup d'enflure qu'ils vont faire avec les extraterrestres là. Ouais, celle-là elle est un peu petite. C'est-à-dire que, alors qu'ils volent, ils font exprès de rester sur la route pour qu'on puisse les suivre en bagnole. Et d'un seul coup, ils s'envolent dans un virage. Et comme ils savent très bien que les flics, c'est pas des gens qui réfléchissent beaucoup, bah en partant en ligne droite, les mecs vont les suivre aussi et s'envoler avec eux en mode I believe I can fly. Quelle bande d'enfoirés ces aliens. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. Dans aucun film. Bon. Si, quand même. Et là, les E.T. s'envolent dans le ciel et l'électricité revient sous les yeux ébahis de Roy et des autres flics. Je vous rassure, on se fout complètement de savoir ce qu'est devenu le flic qui s'est explosé à l'instant dans sa bagnole. Alors, nous voilà cette fois dans le Sahara. Non, toujours pas, non. On est en Mongolie, dans le désert de Gobi, en plein Paris-Dakar. Ouais, ça s'excentre de plus en plus. Hein. Y a des mecs qui les encouragent, là. Bon, en hélico, par contre, là, c'est de la triche. Hein. Ah bah, Lavoine, il a essayé, il a perdu. Hein. Les mecs se rapprochent à pied, ils ont des jumelles, on sait pas bien ce qu'ils regardent. J'aime bien le type qui regarde aux jumelles en marchant, là. Ah bah, bonne chance pour pas te casser la gueule. Vous avez déjà essayé de marcher en regardant dans des jumelles, vous? Essayez, vous me direz si c'est pratique. Bon, qu'est-ce qu'ils regardent tous ces glandus là? Eh ben, ils regardent un énorme bateau qui s'est échoué dans le désert. On est juste à plus de 500 km de la mer. Alors peut-être qu'il y avait la mer ici avant, mais qu'ils sont arrivés trop tard. Hein. Ils ont peut-être perdu du temps avec autre chose. Vous vous rendez compte que si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15? Comment est-il venu là? Putain, mais t'es encore là toi avec tes questions à la con. Bah, on voulait le faire aller de la mer de Chine jusqu'à Brest en passant par l'intérieur, on l'a poussé, mais au bout d'un moment c'était chiant donc on l'a laissé là. Ah, je peux te dire que les gens dans les cabines ils gueulaient. Hein. À noter que le Cotopaxi est un véritable bateau disparu en 1925 dans le triangle des Bermudes et qui a été retrouvé très récemment, seulement en 2020, à 50 km des côtes floridiennes. Et pourquoi avait-il disparu? Nickel. On trouve notre compatriote le professeur Lacombe en Inde cette fois, ça court de partout, c'est le bordel. De toute façon là-bas c'est toujours le sbeul, il doit y avoir un combat de poulet. Et ils vont voir des gens qui chantent une drôle de mélodie un peu space, mais quelle de la gueule. Ils enregistrent même les gens, on sait pas pourquoi. Mais pourquoi vous chantez ça là? Vous répétez pour le prochain Bollywood? Non mais je parle français, connard. Bon, j'arrête avec les casquettes, hein, je garde celle-là, hein, ça me fait chier de changer toutes les 3 secondes. Et donc ils demandent aux gens d'où viennent ces sons, et tout le monde pointe le ciel direct. Donc les sons viendraient du ciel. Nickel. Si, là c'est un sacré mystère, excusez-moi. Des sons qui viennent du ciel. C'est pas un avion, parce qu'ils n'ont pas d'avion en Inde. C'est pas Dieu, parce qu'il n'existe pas. Comment tu le sais? Je sais pas. Pourquoi il existe? Oui. Ok. En tout cas, quand Lacombe tient une conférence pour faire écouter ces sons à des mecs que on sait pas qui c'est. Vous parlez tous le français? Il est possible qu'un jour,
Nous parlerons tous un langage codé. Là, c'est pas du tout ça qu'il dit en VO, mais bon, on en est plus là. Et pourquoi ils s'assoient pas les deux au fond là? Vous pouvez vous asseoir, hein, c'est pas comme si on était complet. Hein. Elle est jolie, elle. Lui, par contre, t'as une sale gueule. Et puis eux, c'est pareil, pourquoi ils sont loin comme ça là? Il y a plein de place là. Rapprochez-vous aussi, vous êtes cons. Hein. Non mais c'est n'importe quoi ce film. Spielberg n'a aucun sens de la mise en scène. Et là, la combe donne à tout le monde un document qui montre un langage gestuel créé par Zoltan Kodaly, un type qui a vraiment existé et qui était ethnomusicologue, les trucs tu sais même pas que ça existait. Alors, ethnomusicologue, qu'est-ce à dire hein, comme dirait mon grand ami Étienne Klein, hein, qui ne me connaît pas. Eh bien, c'est tout simplement l'étude du rapport entre la musique et les sociétés. Par exemple, quand on entend les Indiens faire alors, on peut en déduire que leur société est principalement basée sur l'alcool. Et donc Zoltan, il a inventé la méthode Kodaly, qui est une sorte de méthode d'éducation par la musique comme un langage qu'on peut enseigner à tout le monde et même aux personnes sourdes et malentendantes. C'est-à-dire que t'as le langage des signes, mais lui, il va plus loin parce qu'avec les signes, il traduit de la musique. Alors, je sais pas comment il fait, mais bon, écoutez, a priori, ça marche. Après, écouter la 5e symphonie de Beethoven juste en regardant quelqu'un qui fait des mouvements avec les mains, bon, a priori, ça marche. Et donc, avec cette méthode, Lacombe traduit les 5 notes de la mélodie en gestes. Okay. Bon, on va pas tous les faire parce qu'on s'en carre, mais au final, ça donne ça. Et la gueule qu'il a, lui, comment il est trop fun. Et si on convertit ces sons en notes pures et simples, eh bien ça nous donne cette fameuse mélodie de 5 notes mondialement connue dans l'histoire du cinéma. Et vive, vive, vive les gros nichons. Non, c'est pas ça. Non mais je sais, en fait c'est ça. Et ouais, vous la connaissez celle-là, on la connaît, hein. Elle a été reprise maintes et maintes fois hein, dans des films, des séries, des musiques, des chansons, des films porno. Moi je me rappelle surtout d'une reprise dans James Bond Moonraker hein, avec Roger Moore, sorti en 79, donc 2 ans après Rencontre, que j'avais vu avant d'avoir découvert Rencontre, le 3e type. Quand Roger Moore tape le code pour rentrer dans le laboratoire du méchant. Et vive, vive, vive les gros nichons. Ah pardon, non, c'est... Il y a plein d'autres trucs, hein, South Park, les Simpsons, tout le monde l'a repris au moins une fois. Hein. Bon, pour l'instant là, dans le virage de la course de Mario Kart, maintenant il y a 50 personnes qui sont là et qui espèrent que les tirs reviennent. Il y a bien évidemment les traditionnels vieux qui ont rien à foutre de leur journée. Toujours là, ceux-là. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là? En plus, ils n'en ont rien à foutre, ils jouent à la belote. Ah, les vieux. Faudrait les tuer dès la naissance. Faudrait connu celle-là. Roy est là évidemment, et il refait la connaissance de la maman du petit, hein, Gillian de son prénom. Je kiffe ce prénom. S'il y a des filles qui me regardent et qui s'appellent Gillian, je suis sûr que vous êtes belles. Pendant ce temps-là, le petit Barry joue sur le côté, et là il y a un type qui le photographie. Alors, tu sais pas qui c'est, tu sais pas pourquoi il est là. Elle lui dit de se barrer et l'autre se barre normal comme s'il n'y avait rien fait de spécial. C'était la seule apparition d'un acteur belge dans ce film. Oui, je les lâche pas, je sais, oui. Mais en même temps, vous avez vu la gueule des types? Ouais, excusez-moi, mais moi ça m'inspire pas confiance. Hein. D'ailleurs, depuis qu'ils ont dansé avec moi dans une de mes vidéos, bizarrement, j'ai jamais retrouvé mon fils. Moi, je peux te renvoyer les bras si tu veux. Et moi les jambes. Et moi, la tête. Bah écoutez, oui, je veux bien, parce que bon, pas que j'y tenais, mais je m'étais un peu attaché quand même. Je vais acheter de la colle à Weldom, là, je vais voir si je peux essayer d'en faire quelque chose. On va peut-être leur vendre à un taxidermiste, histoire de me faire un billet. Et Roy, il freeze net quand il voit le petit qui est en train de construire un gros tas de merde. Et là, il se dit... C'est vraiment un gros tas de merde. Du coup, la mère, elle s'y met aussi, et ensemble, ils caressent la bouse, tout doucement. Ils commencent un peu à yoyoter de la touffe, ces deux-là. Et en même temps, moi, je comprends, parce que, tu sais... La merde, ça rapproche aussi les gens. Hein. Bah, rappelez-vous les concerts de Saint-Jérôme. Et attention, parce qu'ils arrivent, les Hittis sont là, ils sont revenus. Tout le monde se lève, ils attendent, le suspense est au bout du comble, et bam, ce sont les tripodes de la guerre des mondes. Et pouah, dans vos gueules les humains. Vous êtes contents de nous voir? Ah non, ça c'est un autre film de Steven, ça. Non, là c'est pas extraterrestre, c'est juste les hélicos de la police qui disent à tout le monde de se barrer maintenant parce que la fête est finie. Un peu violent comme technique, mais bon, en même temps, les pécores, y'a que ça qui comprennent. On se retrouve dans un labo où les mecs ont capté un signal avec plein de chiffres, sauf que personne ne sait ce que c'est. Et là, il y a le traducteur qui dit qu'avant, il était dans la lecture des cartes. Il faisait collection de cartes magiques. Et il dit que les nombres, c'est en fait des coordonnées. C'est sûrement une position terrestre. Du coup, les mecs vont chercher un énorme globe terrestre qui se trouve juste dans la pièce d'à côté. Oh bah ça tombe bien alors. L'autre, il leur dit de faire vachement gaffe parce que tu sais, c'est fragile puis ça coûte cher. Hein. Mais putain! On vient de vous dire de faire gaffe, bordel! Mais qu'est-ce que vous comprenez pas dans la phrase c'est fragile? Connard d'américain. Bon, il regarde où ça se trouve, et là... Oh putain, c'est dans la zone du festival de Coachella, les mecs, là. Eh, les Hittis veulent voir les petites meufs à poil, là. Prenez le capote, les gars. Ok, c'est parti, j'appelle pour réserver des places, là. Le petit Barry, chez lui, il joue la même mélodie pendant que la mère, elle peint une espèce de montagne, quand soudain, quelque chose arrive dans le ciel. Mais qu'est-ce que c'est? Attention, Matrio! C'est le néant! Enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a des lumières dans les nuages. C'est marrant parce que, encore une fois, ils se mettent dans le nuage pour pas qu'on les voit, pour se camoufler, tu vois. Mais en même temps, le nuage, il est hyper
hyper chelou et on voit que lui. C'est comme quand tu veux te cacher derrière un pot de fleurs mais que tu marches avec le pot de fleurs, tu te caches mais tout le monde te voit quoi. Et vous savez pourquoi ils font ça? Mystère. J'allais le faire, salaud. Allez c'est parti, ils arrivent, ils sont juste derrière la porte. Barry, il ouvre, normal. On va pas laisser dehors, l'hospitalité. Sauf que la mère, elle veut pas l'étranger chez elle, mais les mecs ils passent par le toit, ils lâchent rien. À tous les coups c'est des témoins de Jéhovah. Non mais c'est bien Lady, vous leur foutez pas les boules là. C'est comme ça que vous rentrez chez les gens, vous pouvez pas frapper à la porte comme tout le monde. Vous tournez pas après qu'on ait pas envie de vous ouvrir, bande de sauvages. Ils essaient carrément de rentrer par la cheminée, putain. Mais ils se prennent pour qui? Pour le Père Noël? Après s'ils apportent des cadeaux, faut voir, ça peut être pas mal. C'est marrant parce que le gamin là, il a pas peur du tout là. Il y a des bruits flippants, des mecs sur le toit, des lumières hyper bizarres partout, sa mère qui est en panique, mais lui tout va bien, il croit que c'est un jeu. Mais le gamin il devrait être en overstress en train de pleurer sous la table. Attends, c'est comme ça que je serais moi. Attends, les autres qui défoncent les grilles d'aération, il y a de la fumée qui sort, mais le petit il kiffe quoi. Bah tiens, fais-toi kidnapper pour la peine. Ouais, ils vont jouer au docteur avec toi dans leur vaisseau, tu nous diras si c'est marrant. Là. Et ouais, le petit Barry s'est fait kidnapper par extraterrestre, truc de ouf. Ah, Gillian elle peut être en stress là maintenant. Et là, le néant repart avec la musique de Limal. Allez, c'est parti, ça s'organise. Il y a une team qui se forme avec que des mecs qui portent des lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil. Les autres ils essaient de trouver une excuse pour évacuer toute la région. Est-ce qu'ils vont faire croire à un virus ou une épidémie? Mais bon, ils se disent que c'est chaud parce que personne va y croire. Non, ce qu'il faudrait c'est dire qu'il y a Aya Nakamura qui vient faire un concert. Tout le monde va se barrer direct, c'est sûr. Chez les Nerys, c'est l'heure de la soupe, mais Roy il trouve rien de mieux à faire que de faire une sculpture avec sa purée. Et tu sais, il s'applique à aller dans le détail, un gamin avec sa fourchette et tout. Ah bah il fait pas de l'à peu près. Là sa femme elle commence à penser qu'il lui manque une case, parce qu'il fait pas ça qu'avec de la purée, il prend de la pâte à modeler et tout. Il prend le truc hyper au sérieux, il se vénère même si c'est pas bien fait. Ouais, clairement là il est pas net. Bon, faut croire que la nuit porte conseil parce que le lendemain il est décidé, il arrête tout. Il retire tous les articles des ovnis là. Bon, il laisse quand même l'USS Enterprise. Perso, j'aurais mis un Faucon Millennium, mais bon, tout le monde ne peut pas avoir de goût. Et quand il va enlever sa grosse sculpture là, il en casse un bout, ce qui donne une nouvelle forme. Et là, c'est la révélation. C'est ça, la forme qu'il cherchait à faire depuis le début. Un tas de merde, mais avec le haut droit. Donc du coup là, finalement, il va pas arrêter. Il va même redoubler d'efforts en allant chercher plein de terre dans le jardin, là, en défonçant les plantes et en balançant tout dans la cuisine. Et là, à ce moment-là, auprès de sa femme, là, il marque des points. S'il cherche une technique pour se réconcilier, je crois qu'il est en plein dedans là. Il va même jusqu'à aller arracher le grillage dans le jardin d'en face pour faire sa sculpture encore plus grande. Et du coup, il y a tous les canards qui se barrent. Non mais sérieux? Il a une araignée au plafond. Du coup, sa femme, elle en peut plus, elle met les enfants dans la voiture et elle se barre. Bon là, il a vraiment vu les choses en grand là, il a pas lésiné sur les moyens. Bah moi je dis que ça valait le coup en fait, c'est plutôt classe, non? C'est bien fait, Bah après au milieu du salon, je sais pas, mais bon, ça reste quand même une belle œuvre d'artiste. Et bah ça lui sert à reconnaître l'endroit dont il parle à la télé. Il comprend que c'est là qu'il faut aller dans un clébard. Et Gillian, elle le comprend aussi. C'est cette montagne-là qu'ils avaient dans leur tête depuis le début. La Devil's Tower, la tour du diable. C'est un vrai monolithe naturel qui se trouve dans le Wyoming. Il culmine à plus de 1500 mètres de hauteur. Et il faut savoir qu'on n'a pas le droit de l'escalader parce que c'est considéré comme une profanation par les Amérindiens. Et s'ils nous font chier aussi, cela. Parce que il y a toute une croyance autour du truc, évidemment. Parce que comme quoi, il y a très longtemps, il y a un petit groupe de petites filles qui cueillaient des fleurs. Et elles se seraient fait attaquer par des Belges, enfin des ours, pardon. Et Dieu, dans sa toute puissance et son immense miséricorde, les aurait sauvés en élevant le sol. Et les ours seraient tombés en griffant les parois, ce qui aurait donné ces espèces de traces verticales. Ah oui, mais attendez, mais vous savez qu'il y a des preuves très sérieuses de ça. Ils expliquent tout dans un album de Yakari. Bon, pendant ce temps, tout le monde évacue les lieux, Roy retrouve Gillian, ils partent vers la montagne en coupant à travers champs parce que tout est surveillé. Quand soudain, ils arrivent enfin devant. Il est là, sous leurs yeux, l'immense tas de merde. J'ai jamais vu un tas de merde aussi gros. Pourtant, je suis abonné à la chaîne Le Point de Genius. Faut faire attention, il y a peut-être des ours belges dans les parages. Ils continuent leur chemin, ils voient des animaux morts sur la route. Putain, niveau mise en scène pour éloigner la population, les autres, ils ont pas les mains mortes. Ils y sont allés d'animaux morts. Bah super, franchement tu te moques des animaux morts, c'est super drôle. Tu sais, tu rendras un immense service à l'humanité si tu fermais ta gueule 5 minutes. Du coup, ils mettent un masque et là, ils se font arrêter par la patrouille. Et là, attention, je vais vous étonner, car vous l'ignorez toutes et tous autant que vous êtes, mais je joue dans ce film. J'ai passé les castings et j'ai obtenu un petit rôle qui est maintenant. Regardez, eh ouais, c'est moi là, je joue bien. Ah, j'ai gagné l'Oscar pour ce rôle, c'était un peu le rôle de ma vie. Regardez, on me revoit là. Ouais, c'est vraiment moi, mais je vous raconte pas de conneries. Bon, donc Roy se fait interroger, là on retrouve la situation chelou de Lacombe et son traducteur qui parlent en fait la même langue en VF. Ils le mettent dans un hélico avec d'autres gens comme lui, ils retrouvent Gillian, et pendant que Lacombe plaide leur cause et qu'il serait plutôt de leur côté et qu'ils sont pas là par hasard et que voilà, il faut pas les renvoyer, Roy, Gillian et un autre demeuré là s'échappent de la façon la plus facile que je n'ai jamais vue dans un film. Ils sont là à courir dans le camp, ils sont entourés de plein de gens et personne ne les suit. Tout le monde les voit s'échapper et tout le monde s'en branle. Ils ont beaucoup de chance. On pourrait même dire que niveau échappement, ils ont du pot. Alors je passe sur toute la séquence qui dure 10 minutes où ils se cachent dans la montagne, ils essaient d'échapper aux hélicos qui larguent du gaz anesthésiant, il y a l'autre là qui
il se fait choper, pour arriver au moment où Roy Gillian découvre enfin ce que l'armée cachait depuis le début, une énorme bite en bois sculptée par les extraterrestres. Elle est super bien faite en plus. Ah non mais on voit qu'ils ont mis du cœur, hein. On comprend un peu pourquoi ils veulent vraiment venir là. Encore une fois une bonne race de pervers. Et on découvre donc l'endroit où devraient a priori arriver les extraterrestres. À moins que ce soit les préparatifs pour le concert d'Aya Nakamura. Bah on entend les techos qui font les essais micro là. 1, 2, 3, essai. Bon, ils aiment les lumières pour la piste d'atterrissage, c'est trop mal fait là, regardez, on dirait que les lumières s'allument dans les arbres là ou dans l'air. Ah bah super, ils l'aiment, hein. Ouais, on peut pas être au top tout le temps. Hein. Et enfin, les 3 soucoupes volantes font leur apparition. Elles sont là, ils sont revenus. Allez, tout le monde à son poste, on va essayer de communiquer avec eux. Ils vont rejouer la mélodie des Indiens. C'est marrant parce que là, il y a un type qui dit au gars ce qu'il faut jouer. Alors déjà, il pouvait pas enregistrer la mélodie avant, le mec est obligé de jouer en live, mais surtout le mec qui joue. Tu vas pas me dire qu'il a pas déjà eu 1000 fois le temps d'apprendre les 5 notes là? Et donc, je vois que vous avez encore une fois bien bossé les gars. T'imagines le mec qui fait une fausse note, mais du coup, c'est peut-être pas du tout dire la même chose. Imagine par exemple, il joue Ouais, bah ça en extraterrestre, ça veut dire niquez-vous, bande de sacs à foutre. Bah oui, mais il faut faire vachement gaffe, parce que c'est comme ça que tu déclenches des guerres. C'est ce qu'ils avaient fait dans Independence Day, hein. Ils s'étaient gourés sur le signal lumineux, ils avaient insulté leur grand-mère, alors les autres ils s'étaient vénères. Et là, les E.T. répondent. C'est marrant, ça ressemble un peu à des proutes, je trouve. Ce serait marrant qu'ils communiquent en prout. Alors ils l'ont bien fait dans la soupe aux choux. Et là on rigole plus parce qu'on a carrément le vaisseau mère qui débarque. Et celui-là, il est bien teufat là. Vous avez vu, il y a un R2D2 à l'envers là. Roy arrive sur la piste, il a laissé Gillian là-haut. Là il y a un mec qui a méchamment envie de chier. Putain mais c'est pas le moment d'avoir la coulante là. Il y a des extraterrestres qui sont là, tu giras plus tard. Le vaisseau se retourne, il est magnifique. C'est marrant, on dirait les plans d'une ville à l'envers. C'est peut-être parce que c'est ce que Spielberg a fait en fait. Il a pris l'éclairage d'une ville de nuit et il l'a inversé pour faire la lumière du vaisseau. Il atterrit, tout le monde est subjugué par la puissance du truc. Putain mais alors eux deux là, ils ont un coup ces deux-là là. Non mais vous avez vu? C'est quoi ces mecs-là là? On dirait qu'ils vont exploser. Et maintenant c'est eux qui nous envoient des notes et c'est à nous de les refaire. Sauf que leur truc il est vachement plus compliqué, c'est beaucoup plus long. Et puis nous en plus on répète leur truc mais on sait pas du tout ce que ça veut dire. Si ça se trouve ils sont en train de se foutre de notre gueule là. Les humains sont des gros cons et ils sentent le caca pourri qui pue. Des culs. Allez, ils répètent tout ce qu'on dit. Petite bite. Oh putain les mecs, la porte s'ouvre. Et là, il y a des gens qui descendent. On dirait des humains. Ils ont l'air d'ailleurs d'être même un peu à la ramasse. C'est parce qu'ils reviennent du concert d'Aya Nakamura peut-être. Alors, c'était bien? Ils répondent pas. Ils sont en état de choc. Mais c'est qui ces gens d'abord? On dirait les pilotes des avions de la Seconde Guerre mondiale qu'on a eu au début là. Il y a un vieux qui vient voir. Mais qu'est-ce qu'il fout là lui? C'est qui? C'est qui lui? Ah bah, vous vous rappelez qu'au début de la vidéo, j'ai parlé de la classification des rencontres avec l'extraterrestre. J'ai dit que ça a été créé par un astronome américain. Eh bien oui, l'astronome américain en question, c'est lui, Joseph Hynek, ou Hynek. Le terme rencontre du troisième type, ça vient de lui. Et donc bah là, tous les gens que les E.T. avaient kidnappés reviennent sur Terre. Ils avaient même kidnappé les petites écolières, hein. Ouais, ils se sont fait un peu plaisir quand même. En même temps, elle a pas l'air d'avoir beaucoup de séquelles, hein. Mais bah très bien. Hein. Peut-être bien qu'ils les ont tous flashés comme dans Men in Black, là, tu sais. Si seulement ce truc-là pouvait exister, je peux vous dire que ça m'éviterait un paquet de procès. Bon, puis c'est pas fini, il y en a d'autres qui arrivent là. Oh, le petit Barry qui est là. Vous avez vu à droite, il y a un chien qui s'est cassé la gueule. Là. Je le remets. Et c'est bon ça. C'était le chien de Spielberg à l'époque en plus. Et on comprend donc qu'avec ça, les E.T., bah en fait, ils ont l'air parfaitement inoffensifs. Ils sont plutôt cool. Bon, ils kidnappent des gens. D'accord, mais après, ils les relâchent sains et saufs. Donc au final, il y a aucun problème. Voilà. Et eux, ben on leur dit rien, tu vois. Ils ont le droit de faire ça, de kidnapper des gens et de les relâcher. Ils seront pas poursuivis. Eh ben je suis désolé, c'est pas normal. Pourquoi nous on n'aurait pas le droit de le faire dans ce cas-là? C'est pas juste. C'est quoi ce deux poids deux mesures là? Parce que c'est extraterrestre, on dit rien. Je suis désolé, moi aussi, si je kidnappe des gens, je peux tout à fait les relâcher un peu plus tard, sains et saufs. Oui c'est sûr, mon nez. Mais si je vous dis, faites-moi confiance, je suis pas belge. Excellente blague. Et si tu fermais ta gueule? Yann. Ta gueule. Ta gueule une fois. Et là, attention, on va enfin les voir, ces E.T. kidnappeurs d'enfants. Et mon Dieu qu'ils sont laids. Non mais regardez-moi cette merde. Le truc en papier mâché tout pourri. C'est ça un extraterrestre? Bah dis donc, c'est hyper décevant. C'est hyper décevant. Je vous assure. Je t'assure. Ah attendez, il y a du mouvement, Il y a plein de petits hommes blancs qui descendent là, regardez. Ils sont tous chelous là. C'est marrant parce qu'il y en a qui descendent à tout petit pop et il y en a d'autres qui font un toboggan là. On dirait des petits enfants en fait, c'est marrant hein. Alors Gillian, elle les prend en photo. On dirait vraiment une petite classe d'enfants qui attendent dans la cour de récré quoi. Ils se comportent un peu comme eux en plus. Et à votre avis, est-ce que ce serait pas un peu fait exprès? Mystère. Ah non, là y a pas de mystère là puisque c'est ça. Ce sont uniquement des petites filles de 6 ans d'une école, enfin de la ville locale qui ont joué les petits extraterrestres. C'est Spielberg lui-même qui a l'idée et qui voulait pas de garçons d'ailleurs parce qu'il disait que les filles se les
déplacer beaucoup plus gracieusement que les garçons. Et je pense qu'il a pas tort, effectivement, parce que s'il avait fait jouer des garçons, bah on aurait eu des extraterrestres qui auraient fait... Enfin, moi, mon fils, c'est ça qu'il fait. Du côté des humains, le prochain groupe qui part se tient prêt, et regardez qui va avec eux, c'est Roy. La combe est allée le voir, il discutait avec lui, il lui a demandé ce qu'il voulait vraiment, et Roy lui a dit que il voulait partir avec l'extraterrestre, il voulait faire une rencontre du 7e type. Et Roy est bel et bien choisi par les E.T. eux-mêmes pour partir avec eux sous les yeux de Lacombe et de Gillian. La scène est superbe, la musique aussi. Tout est baigné de lumière, tout est magique. On aurait bien envie de partir avec lui pour découvrir nous aussi cette civilisation extraterrestre. Et enfin, on voit un dernier E.T. qui s'avance. Qu'est-ce qu'il est laid sans déconner. Ah, mais t'approches pas de moi, toi. Regarde-moi ça, tu lui mets des cheveux, on dirait Michael Jackson. Lacombe lui fait une dernière fois les mouvements. L'autre, il fait un Hi Hitler. Enfin, non, il fait les mouvements aussi. Vous avez vu, il y a Lance Henriksen, là. Vous avez vu, il y a Arnaud d'Astronomique, là. Allez, ils ferment la porte, ils s'en vont. Merci les gars, c'était très sympa, on a joué de la musique, on s'est bien marré. La ville s'envole et repart vers son monde à des années-lumière et des parsecs de la Terre sur le thème musical qui continue. Un film de Steven Spielberg et fin. Et voilà ce que je pouvais vous dire sur Rencontre du 3e type. Il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire sur ce film, hein. Je vous assure qu'au final j'en ai pas dit grand chose. Regardez le making-of qui est dispo sur YouTube, je l'ai mis en lien, il dure 1h30, alors par contre c'est en anglais sans sous-titres, et vous apprendrez énormément de choses sur ce chef-d'œuvre de la science-fiction. Rencontre du 3e type est un des films les plus importants de la filmographie de Spielberg, c'est un film archi-culte, on entend même dire parfois que c'est le meilleur film de Spielberg, et personnellement je le place dans mon top 5. Allez, je vous laisse, venez me suivre sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, merci beaucoup évidemment aux tipeurs sur Tipeee YouTube, je parle pas beaucoup de vous mais je vous vois, merci beaucoup les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Yann Solo Parsec, ciao.